Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Jérôme. À la une de l'actualité toulousaine de ce mardi 17 juin. Demain, cela fera un an que Saint-Béat s'est retrouvé piégé par la Garonne. Le préfet a fait un point ce matin. Nous recevons Marilyn Vors, coordinatrice de la programmation et des partenariats au Théâtre du Grand Rond, une structure solidaire du mouvement des intermittents. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Mohamed, le Suédois, est à Altigone ce soir. L'humoriste des quartiers nord de Marseille n'a pas la langue dans sa poche. Un an après les inondations, Saint-Béat est toujours très marqué par l'événement. Le 18 juin 2013, la Garonne sortait de son lit et dévastait une bonne partie de la commune sur son passage. Pas de victimes, mais des dégâts considérables. Aujourd'hui, beaucoup de maisons restent inoccupées, les 2 campings ont fermé, la population se sent délaissée par les pouvoirs publics. Le préfet a donné une conférence de presse ce matin afin de faire un point sur la situation. Du côté de la préfecture, les inondations de juin 2013, un an après, ce sont 75% des travaux qui sont faits ou en cours. En tout, ce sont 9 millions d'euros qui ont été engagés par l'État et l'agence de l'eau à Dour-Garonne, en enlèvement d'embâcles, en atterrissement, en curage de barrages et en voirie avec les travaux de la RN 125. Il nous reste la poursuite des travaux dans les cours d'eau, il nous reste aussi des accès, je pense à la route qui va de Luchon à Super-Bagnères. Et il nous reste aussi à nous mettre dans une démarche, je crois, tous ensemble, et je suis aux côtés des élus, mais c'est eux qui sont à la manœuvre, si je puis me permettre cette expression. Nous sommes dans une démarche de prospective. Comment envisage-t-on le développement économique et la vie économique dans ces vallées dans plusieurs années? De leur côté, le collectif Sortir de l'eau et le maire de Saint-Béat commencent à trouver le temps long, trop d'analyses, trop de temps perdu, ils se sentent isolés. J'entends les impatiences, je les entends. Et c'est parce qu'il y a eu ces impatiences que nous avons engagé des expertises qu'habituellement nous ne faisons pas. C'est parce qu'il y a eu cette impatience que nous avons augmenté, amélioré le service de prévision des crues. D'habitude, nous n'allons pas si loin là. On va aller jusqu'à Saint-Béat inclus en termes de prévision des crues. Habituellement, dans la politique nationale, on ne fait pas ça. C'est parce que j'entends tout ça, que nous faisons plus que d'habitude, que nous faisons plus qu'ailleurs. Mais il faut rester raisonnable. Pour autant, le maire reste optimiste pour la saison à venir. Beaucoup de commerces ont pu rouvrir, mais la situation des campings, un privé et 2 municipaux, reste problématique. Ces campings étaient installés dans ce qu'on appelle les zones rouges, c'est-à-dire les zones où rien ne doit exister au regard du risque d'inondation et par voie de conséquence. Je m'inscrivais dans une démarche de fermeture. Pour un camping privé, nous avons attendu que les débats de l'entrepreneur avec son assurance aboutissent, pour éventuellement apporter un coup de pouce avec ce qu'on appelle le fonds Barnier. Et ce camping est dorénavant fermé. Et pour les campings publics, nous avons réalisé, avec les élus bien sûr, pour les élus, ce sont eux qui décident, des expertises pour voir où peut-on mettre ailleurs des campings sur ces communes-là. Ces expertises sont terminées à présent, il nous appartient ensemble, surtout aux élus, de décider. Et je me suis engagé d'ores et déjà à les accompagner à au moins 25% de subventions pour ces aménagements nouveaux. Donc nous sommes là aussi dans un mouvement important. Et dès que ces décisions sont prises, on pourra installer à titre temporaire, à titre rapide, juste pour cet été, des camping-cars. La catastrophe aura permis de mettre en cohérence les approches avec l'Espagne, avec qui nous partageons le fleuve au niveau des prévisions et des actions. Pour Saint-Béat, des travaux d'atterrissement doivent être réalisés d'août à octobre. Mais là, d'attendre d'hypothétiques travaux, le collectif a décidé d'organiser demain dès 9 h un barrage filtrant dans le centre du village. Transport, la grève semble se durcir à la SNCF. Le mouvement est reconduit pour 24 heures. Les cheminots réunis en AG ce matin ont voté à l'unanimité la poursuite de leur mobilisation. À l'issue de cet AG, ils se sont rendus à la préfecture. C'est le 7e jour de galère pour les usagers. Sophie Voinis a suivi les cheminots. Elle leur a demandé ce matin s'ils avaient conscience de l'impopularité de leur mouvement. On écoute la réponse de Julien Lassalle, délégué syndical CGT Cheminots. Écoutez, hier, nous, on a mené une action de diffusion de tracts en gare de Toulouse-Matabio et ce n'est pas du tout la perception qu'on a. On comprend qu'il y ait de l'agacement parce que les gens ont du mal à voyager. Mais nous, on voit aussi des gens qui comprennent qu'aujourd'hui, la bataille qu'on mène, elle est pour le service public demain, puisqu'il y a de gros sujets, notamment sur l'endettement du système ferroviaire. On voit quand même que les gens arrivent à percevoir que derrière, il y a aussi un enjeu pour eux. Et on a l'impression depuis, ça fait plusieurs jours que les fédérations au niveau national demandent un débat télévisé avec à la fois le gouvernement et la direction de la
la SNCF pour vraiment expliquer les enjeux de cette réforme. Et les médias nationaux nous refusent toujours ce débat télévisé. Nous, on pense qu'avec un véritable débat, on montrerait à l'ensemble de la population tous les enjeux clés qu'il y a derrière cette réforme. Parce qu'il y a vraiment de gros sujets pour eux. Et sachez que les cheminots ont également décidé de l'occupation de leur lieu de travail à partir de 6 h demain matin. Une nouvelle AG aura lieu à 10 h. Les cheminots sont en discussion avec les intermittents. Les deux mouvements pourraient bientôt se réunir. Ils seront d'ailleurs mobilisés ensemble demain à 14 h, place du Capitole. Les intermittents, justement, on en parle avec vous, Marilyn Vors. Alors, vous travaillez au Théâtre du Grand Rond, vous êtes coordinatrice de la programmation. Pourquoi plusieurs théâtres, dont le vôtre, sont solidaires de ce mouvement? En quoi c'est important pour vous, à votre avis, la sauvegarde de ce statut? Parce que ce statut remet en question la création, remet en question les compagnies, remet en question plein de choses, et que cet accord, s'il est signé, ne va faire qu'empirer les choses en fait. Donc on est en profond désaccord avec cet accord-là, et c'est pour ça qu'on a décidé de se mobiliser à plusieurs structures, à plusieurs théâtres, pour dire qu'on était en colère déjà du manque de concertation, et puis pour évidemment soutenir les intermittents qu'on accueille nous tout au long de nos saisons et tout au long de l'année. Alors les gens ont souvent une fausse idée du statut d'artiste. Alors on sait qu'il faut donc 507 heures de prestations pour pouvoir avoir ses droits reconduits. Un salarié classique travaille 189 heures par mois. Ça lui paraît facile d'avoir 507 heures. C'est vrai ou c'est faux ? Alors, waouh, si on part sur des questions très très techniques, la chose qui se passe, c'est qu'il faut bien comprendre par rapport à, je veux dire, un salarié normal, les artistes ou en tout cas les intermittents ne s'arrêtent jamais de travailler en fait, réellement. Mais il y a une différence entre les moments où ils ont des contrats, où il y a des contrats de signés, etc., où là ils sont payés effectivement, et le reste du temps où ils sont indemnisés. C'est pas parce qu'ils sont indemnisés qu'ils ne travaillent pas, qu'ils s'arrêtent de réfléchir, qu'ils s'arrêtent de créer, qu'ils s'arrêtent de tout ça. Et c'est pour ça que ce statut est très très important en fait, et qu'il faut le sauvegarder. Mais il y a les intermittents de la création et ceux qui sont de la technique en fait alors. Il y a deux systèmes d'intermittents. Et il y a aussi de la technique. Oui, oui, bien sûr. Oui, donc mais là, celui qui est technicien ne crée pas. Non, mais du coup, il doit faire beaucoup d'heures aussi dans de multiples endroits et de multiples structures en fait pour arriver à renouveler son statut. Les techniciens doivent multiplier les festivals, les structures, etc. pour arriver là-dessus. On rappelle qu'il y a deux annexes, hein. Il y a l'annexe 8 et 10 qui différencient en fait les artistes et les techniciens. Mais là, cet accord-là, la réforme, la signature de cet accord touche les deux et touche bien évidemment les personnes qui sont en CDD, les intérimaires et tous les emplois précaires en fait. Alors vous avez interrompu, c'est dimanche, vous avez empêché l'opéra de donner sa représentation. Est-ce que vous avez l'impression de vous attaquer aux bonnes personnes? Est-ce qu'il ne faut pas aller plutôt vers l'audiovisuel ou les sociétés de production où là pour le coup des gens sont employés en tant qu'intermittents alors qu'ils travaillent finalement pleinement à l'année, et on voit, ne serait-ce que dans l'audiovisuel public, peut-être même des structures qui emploient des intermittents alors qu'elles sont pérennes, ces structures. Ah non, mais ça c'est un fait, et ça on le remet absolument pas en question. Après, les invasions de plateaux télé, vous avez pu en voir. Il y a le tournage de Plus belle la vie qui est interrompu à Marseille. Il se passe des choses. Après, voilà, là, le théâtre du Capitole, c'est une action qui a été décidée par la coordination des intermittents et précaires, et à un moment donné, puisque vous en parlez, c'est que ça a fonctionné. L'idée, c'est pas d'embêter le public. L'idée, c'est d'arriver à se faire entendre. Et malheureusement, nous, dans le spectacle, la seule façon qu'on a de se faire entendre, c'est de bloquer des spectacles, entre autres. Et c'est ce qui s'est passé dimanche. Alors en 2003, déjà, l'été avait été très mouvementé. On se souvient d'Avignon totalement perturbé. Mais en 2003, on était sous la droite. J'imagine que là, que ça se passe sous la gauche, c'est d'autant plus difficile pour des artistes qui ont voté en grande majorité François Hollande. C'est d'autant plus difficile, c'est difficilement compréhensible, et je pense que c'est aussi pour ça que la colère est si grande en fait. On ne comprend pas le manque de concertation, on ne comprend pas l'obstination là-dessus. Je rappelle juste qu'il y a donc le fameux comité de suivi qui est en place justement depuis 2003, depuis une dizaine d'années, avec des membres de syndicats, avec des artistes, avec des élus qui travaillent sur ce statut depuis 10 ans, qui ont fait des propositions pour cet accord, qui n'ont pas été entendues, même pas écoutées, on n'a même pas pu les exposer. Et ça, sous un gouvernement de gauche, c'est juste inacceptable.
inacceptable. À un moment donné, ces accords-là n'ont pas de sens. Alors, dernière question, Manuel Valls a dit qu'il signerait l'agrément. C'est-à-dire que vous allez durcir le mouvement, puisque en fait, il signe à la fois l'agrément et il demande éventuellement une remise à plat. Donc peut-être que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, mais est-ce que vous allez jusqu'au bout? Olivier Py a dit clairement que le Festival d'Avignon était en danger. Ah ben bien sûr, le Festival d'Avignon est en danger, malheureusement, parce que je le rappelle aussi, ça ne nous fait pas plaisir d'annuler les spectacles, ça ne nous fait pas plaisir de ne pas jouer, de ne pas faire jouer les artistes. Enfin, c'est un crève-cœur, mais à un moment donné, si personne n'entend ce qu'on a à dire, ça va en arriver jusque-là. Et je pense que si il y a la signature effective demain, je pense que Avignon va se passer dans des conditions très très difficiles pour les spectateurs, pour les compagnies, notamment pour les plus précaires qui doivent s'y rendre. C'est pas raisonnable. Ce serait un choix pas raisonnable. S'il veut remettre à plat, qu'il remette à plat, mais qu'il ne signe pas et qu'on se retrouve autour de la table avec tous les partenaires sociaux, les artistes, qu'on discute, parce que là, ce serait complètement contre-productif. Merci. Emirates a annulé une commande de 70 à 350, Jean-Marc. Et oui, la nouvelle a fait les gros titres de la presse. Il y a une semaine, nous avons rencontré Fabrice Brégier, le directeur exécutif d'Airbus. Il revient sur ce revers pour sa société qui, pour lui, semble-t-il, n'est qu'Adonda. L'enjeu, c'est de certifier l'avion, de commencer les livraisons, de monter en cadence, de maîtriser ce qu'on appelle la supply chain. Au plan commercial, on est très content avec 742 avions à livrer. D'ici 2019, on aura beaucoup d'autres clients qui seront très contents d'avoir cette disponibilité. Quels sont les nouveaux clients à aller chercher d'ailleurs ? Toutes les compagnies aériennes au monde sont intéressées par la 350, dès lors qu'elles ont des missions long courrier avec long rayon d'action, parce que cet avion fait économiser 20 à 25% de carburant par rapport aux avions de génération actuelle. Demain à 10 h, une commémoration de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle aura lieu à Toulouse. Elle se déroulera au monument de la Résistance et de la déportation, allée Frédéric Mistral, en présence des autorités. Un dépôt de gerbes et les honneurs aux morts sont prévus. Foot, la Coupe du Monde se poursuit. Hier, il y avait Portugal-Allemagne. Nous avons suivi tout ça à la maison des Portugais, à la Garonnette. Un match au score fleuve en faveur des Allemands. 4-0, une rencontre évidemment des plus tristes pour les Portugais. Leur entrée dans la compétition a été des plus difficiles. Hier, à la maison des Portugais de la Garonnette à Toulouse, après le 4-0 concédé à l'Allemagne, il y avait les supporters réalistes. Moi, je peux vous le dire, bon, le Portugais, ils étaient nuls. Et après, il y a le gardien aussi qui a fait des conneries, un peu tout le monde. Ronaldo, de toute façon, on ne l'a pas vu. Au jour qu'il est, c'est dommage, mais on ne le voit pas. Et puis, il y avait les optimistes. Il y a encore à venir. C'est juste le rodage qui est difficile, mais c'est l'Allemagne, c'est une grande équipe, championne du monde. Donc pour le Portugal qui n'a jamais gagné la Coupe du Monde, prendre 4-0 par l'Allemagne, ce n'est que nous donner envie de continuer, d'être meilleurs encore. Et je pense que ça va réveiller nos joueurs. Et enfin, il y avait les très optimistes. On a une superbe équipe. Je pense qu'on peut disputer les matchs n'importe avec quelle équipe. Et je nous vois aller en finale au Brésil, avec le Brésil en finale, sans problème. Prochain match pour le Portugal, le 22 juin contre les États-Unis. Et sachez que la maison des Portugais ouvre ses portes à tout le monde pour tous les matchs qui se déroulent à 18 h et pour les matchs du Portugal à n'importe quelle heure, même à 4 h du matin. Et sachez que si c'est le Brésil, le Portugal ou la France qui gagnent, ils seront très heureux. Et puis rugby maintenant côté 15 de France. L'équipe a buté une nouvelle fois contre les Australiens samedi dernier à Melbourne. Score final 6-0. Oui, après la déroute à Brisbane la semaine passée, l'équipe de France concède une seconde défaite en Australie qui fait du mal. On écoute l'analyse de notre consultant rugby, Jean-Charles Carrère. J'ai été admiratif de l'entrée en matière des deux troisième lignes, que ce soit Nyanga ou Thierry Dussautoir. Ils ont fait un match extraordinaire en défense, en attaque. Enfin voilà, on les attendait à ce niveau-là, ils y sont. On a vu un match très moyen, ennuyeux, fatigant pour les gars qui sont sur le terrain parce qu'ils font du gagne-terrain. C'est devenu du rugby à 13 pratiqué par 15 joueurs. C'est un peu triste. Seule la victoire est belle. Que ce soit une défaite à 50 points ou à 6 points, on ne peut pas se contenter de perdre. Même avec les honneurs, on ne peut pas se contenter de perdre. Il faut gagner maintenant. On est une grosse nation de rugby et on est en 8e position. C'est pas normal.
Je n'ai pas été jusqu'au bout du match, je me suis un petit peu trop ennuyé. Je vais encore revenir sur l'entraîneur. Quand j'écoute Didier Deschamps parler du foot, j'ai envie de regarder l'équipe de France de foot, j'ai envie de la soutenir. Et quand j'écoute l'entraîneur de l'équipe de France, Philippe Saint-André, ben, j'ai pas envie de regarder le match et je me trompe peu, puisqu'à l'arrivée, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. C'est triste. Je pense que la troisième match sera une victoire, mais je pense que le mal est fait, c'est trop tard, quoi. Et le troisième test match, c'est samedi 21 juin. Mohamed le Suédois est à Altigone ce soir. L'humoriste marseillais pratique le stand-up. Il s'est déjà fait un nom dans le métier en se produisant au Jamel Comedy Club. Et une de nos équipes suit l'humoriste ce soir. Reportage complet dans l'édition de demain. J'ai pris Malcolm X parce que je suis fan du gars Malcolm X, qui était un libre penseur, qui disait tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Et je dénonce dans mon nouveau spectacle tous les faits de société actuels, tous les gens qui nous entourent, les radins, les jaloux, les crasseux, les hypocrites, tout le monde y passe. Un nana aussi qui est plein de maquillage. Voilà, celle-là aussi, il faut en parler de la bimbo de 2014, qui est pleine de maquillage, pimpante. Tu la vois arriver, tu te dis waouh, elle est magnifique. Mais elle te fait la bise, elle sent le kebab. Et tu te dis c'est pas possible. Pourtant elle est maquillée, tu te dis elle n'a pas pris la douche ce matin. Et dans mon spectacle je dis voilà, ça c'est de la faute du maquillage je mets. Parce que l'autre elle a vu écrit je mets, elle croit qu'il faut mettre et sans prendre la douche. Voilà, je dénonce ce truc là. Voilà, le nom du spectacle s'appelle Malcolm X. Frédéric Maligne expose jusqu'au 30 juin au Crowne Plaza, place du Capitole. L'artiste se définit lui-même comme un photographe portraitiste de personnalité. Marlène Ribot signe quant à elle son portrait cathodique. Romain Duris, Gérard Lanvin ou encore Mélanie Laurent, ils ont tous pris la pose devant l'objectif de Frédéric Maligne. Plus de 4000 clichés par an. Et pourtant, rien ne le destinait à devenir photographe. J'ai rencontré la photo par hasard. Avec un professeur de sémiologie qui sortait de l'école d'Arles, qui est une très grande école de photographie, et qui m'a sensibilisé au sens de la photo. Et j'ai pu, en montant des projets, me rendre compte que la photographie c'était un véhicule de transmission pour transmettre des messages, mais en même temps c'était un véhicule de découverte. Et j'avais envie d'appréhender le monde d'une autre manière. C'est avec le studio Harcourt de Paris, spécialisé dans la photographie de luxe, qu'il découvre le portrait. Cette technique est le thème de son exposition Regards intimes, qui illustre le temps d'un cliché, une complicité partagée. Il y a eu un échange entre les personnes et je voulais qu'il y ait le même échange entre les spectateurs de mon travail et les portraiturés. Donc c'est un moment capté et là en revanche c'est une esthétique et c'est une recherche de sensibilité et en même temps une recherche de lien avec la personne, de lien de confiance. Ce photographe de 40 ans proposera avec les cinémas UGC à partir de novembre prochain une exposition itinérante dans toute la France qui commencera à Toulouse. Alors juste une précision, Marine Vors, en fait au Théâtre du Grand Rond, on peut venir en ce moment ou c'est en grève comme mercredi dernier? Alors vous pouvez venir, on reste évidemment mobilisés. Par contre on a repris les représentations puisque c'est en ce moment la présentation des ateliers amateurs. Donc c'est vraiment délicat de priver ces personnes-là de tout leur travail, du coup des représentations finales. Mais depuis jeudi et également hier soir, on a reversé le montant des recettes qui revenaient au théâtre à la coordination. Donc voilà, c'est un moyen de continuer à résister aussi. Merci, bonne soirée. Bonne soirée Jean-Marc. Merci. C'est ainsi que s'achève cette édition, même heure, même place demain soir.